seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Shine as bright as you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. It's not logical, the way I feel when you walk in the room. When you walk in the room, it's not optional. How gravity just pulls me right to you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I so lucky I met you. I spent my whole life waiting for someone like you, baby. And all these broken roses led to you. I spent my whole life waiting for someone like you, baby. And all these broken roses led to you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. Et coucou vous, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est jeudi 14 septembre, il est 10h30 à la louche, mais vous comprendrez aisément qu'avec le cadre qui se cache derrière moi, j'ai pas trop envie de m'attacher à des détails sans importance comme l'heure qu'il est. En tout cas, j'avais envie de m'offrir un moment d'exception pour un livre d'exception parce que vous l'aurez vu dans le clip précédent, quand je suis rentrée de la crèche après avoir déposé Mia, dans ma boîte aux lettres m'attendait Le secret des bonbons pamplemousse, qui est le roman graphique signé par Camille Monceau et illustré par Virginie Blanchet. Ça va sortir aux éditions Robert Laffont le 12 octobre prochain, et surtout c'est le premier titre qui ouvre une nouvelle collection qui s'appelle la collection Inari, qui est chapeautée, dirigée par Michael Brun-Arnaud, qui est à la fois le créateur, le fondateur de la librairie Le Renard Doré, mais aussi l'auteur bien connu des Mémoires de la Forêt ainsi que des Vallées Closes dans le domaine plus adulte. Et Camille Monceau, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous refaire son curriculum vitae puisque je lui avais dédié un vlog entier suite à mon immense coup de cœur pour sa série Les Chroniques de l'érable et du cerisier, que j'avais eu l'occasion de découvrir en une semaine. J'avais dévoré les 3 tomes disponibles, et en plus je m'étais rendue à Paris pour une journée organisée par les éditions Gallimard Jeunesse autour de la saga. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos ainsi qu'en fiche si jamais vous l'avez manqué, parce que si vous aimez les histoires qui se passent dans le Japon féodal du XVIIe siècle avec des personnages hyper bien incarnés et une plume poétique à souhait, vous ne pourrez qu'adorer Les Chroniques de l'érable et du cerisier. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Là aujourd'hui je vais m'atteler à découvrir Le secret des bonbons pamplemousse parce que c'est un roman graphique tranche de vie dans lequel on va suivre la famille Ito, qui est propriétaire d'une petite confiserie dans laquelle sont réalisés des konpeito, qui sont des petits bonbons en forme d'étoile traditionnelle japonais. Et cette boutique périclite un petit peu depuis la mort du grand-père, et je crois que c'est une chronique familiale avec beaucoup de portraits de femmes. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, et je vous propose qu'on s'y colle tout de suite. C'est parti. Oh, we've been through it. We've put in the hours, studied and hunkered down, patched up and glued it to get to where we are now. Whenever patience ran out, and even if everything is the same, there are still things I need you to say. Just gotta do it. I need to hear the sound, rescue me before I drown. All on me. I know you left to be a mystery.
Hey, je vous retrouve un petit peu plus tard et je vais enlever de ce pas mes lunettes de soleil parce que j'ai horreur des gens qui les gardent et qui vous parlent. Le pire, c'est à l'intérieur quand les gens les ont sur le nez alors qu'il n'y a aucune raison. Enfin, je veux dire, à part si vous êtes en plein désert du Sahara avec les rayons qui dardent direct sur votre rétine, là vous pouvez les garder, mais sinon n'hésitez pas à les mettre là, au pire du pire, ou carrément à les enlever. Bref, je suis pas du tout venue vous parler de ça. Je vous retrouve, je me suis mis dans un petit coin à l'ombre parce que mine de rien, on est mi-septembre, mais la température a décidé qu'on était encore en plein été. Et je suis en plein chapitre 3 des bonbons pamplemousse. Et autant vous dire que je n'attendais rien de moins que l'excellence de la part de ce roman graphique, parce que je connais déjà le travail de Camille Monceau, mais ça aurait pu être à double tranchant dans la mesure où elle n'est pas scénariste de bande dessinée de formation, c'est un nouvel exercice auquel elle s'est pliée. Et pour l'instant, l'essai est très franchement réussi, c'est abouti, et dès les premières planches, je me suis retrouvée happée dans une ambiance très douillette, très réconfortante, avec des couleurs chaudes et une foultitude de détails dans chaque planche. Vous allez avoir plein d'éléments de décor, des clins d'œil, des références au Japon, que ce soit en matière de nourriture, de décoration, de petites traditions. C'est un régal et en ça m'a beaucoup rappelé le travail de Nekomaki sur la série Le vieil homme et son chat. Si jamais vous ne l'avez jamais découverte, c'est vraiment un récit tranche de vie à l'aquarelle sur un vieil homme et son chat qui vivent sur une île où il y a beaucoup de pépés, de mémés et de félins et c'est tout simplement adorable avec quand même une pointe de tragique et c'est là que je voulais en venir parce que le secret des bonbons pamplemousse c'est tout ça à la fois. C'est des aquarelles magnifiques, c'est des planches qui regorgent de petites attentions aux moindres détails de la vie quotidienne. Donc très rapidement je me suis retrouvée enveloppée dans cette ambiance, dans cette atmosphère pour réaliser mine de rien que l'autrice avait décidé de ne rien nous épargner parce que sous couvert d'une atmosphère très douce, très tendre, on a des sujets d'une gravité et d'une intemporalité folle qui sont abordés et on se retrouve très rapidement projeté, confronté et frotté à des thématiques qui sont particulièrement épineuses. Alors le but ça va pas être de complètement dénaturer votre lecture du roman graphique, donc je vais rester volontairement évasive, mais à la fois pour titiller votre curiosité et étayer mon propos, je vais quand même essayer de vous brosser les premières lignes assez grossièrement. En gros, je vous expliquais qu'on va suivre une chronique familiale qui se passe dans un Japon contemporain, le tout au cœur d'une confiserie qui périclite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette chronique familiale va prendre place pour célébrer les 1 an de la mort du grand-père de cette famille. Donc déjà, vous avez, paf, direct, cette thématique du deuil qui va être posée l'air de rien, mais ce n'est que les prémices, puisque chaque chapitre est dédié, consacré et narré du point de vue d'un des personnages de la famille Ito. Donc le premier, c'est Suzu, qui est une femme d'une 40aine d'années, qui a élevé seule ses 2 enfants et qui vit chez son grand-oncle et sa grande-tante. On découvre petit à petit les raisons de ce schéma un petit peu particulier. Et alors là, déjà, rien qu'avec un personnage, vous allez balayer des thématiques très fortes comme les violences conjugales, le postpartum, mais aussi un rapport à soi extrêmement compliqué parce que Suzu a des réflexions qui m'ont frappée en plein cœur parce qu'elle se demande à quel point elle est insignifiante et à quel point sa vie, son existence ne laisseront aucune trace après qu'elle se soit éteinte et c'est tout un rapport à soi, à l'intime, au personnel, à la valeur qu'on s'accorde et qu'on arrive à percevoir de soi-même à travers des autres qui a résonné très très fort parce que j'ai trouvé que c'était vrai et juste et sans phare, sans filtre, sans concession aucune. Et j'ai été à la fois désarçonnée et agréablement surprise parce qu'on passe, je vous l'ai dit, d'une palette chatoyante et mignonne de couleurs avec des dessins très ronds et un trait franc, enfantin qui se veut spontané mais qui n'en est pas moins léché et fourmillant de détails. Et bam, tout à coup je me retrouve projetée en plein questionnement existentiel. Mais ce n'était là que le point de départ parce que dès le chapitre 2, je me suis demandé comment Camille Monceau avait réussi à jauger, à distiller à la fois l'intime et l'universel, le sublime, le tragique, ces fulgurances du quotidien qui subliment chaque petits détails insignifiants et qui viennent contrebalancer parfois les moments très durs, très pesants, très sombres, très engluants dans la vie, dans ce qu'elle peut avoir de plus challengeant et de plus difficile. Et c'est un équilibre hyper bien maîtrisé parce que l'ensemble reste volontairement très lumineux mais sans être niais et sans nous épargner. Donc c'est un savant mélange qui fonctionne furieusement bien. D'ailleurs, pendant ma découverte du chapitre 2, j'ai relevé 2 phrases en particulier qui, à mon sens, révèlent et,
concentre à elle seule le projet poétique du roman graphique. La première qui nous dit « Certains fragments de mon passé, au chatoiement doux et serein, sont tendres à revivre. Je les collectionne comme de précieux morceaux de vitraux. » Et ça, c'est une phrase de la narration qui est piquetée sur une double page qui met en scène un souvenir d'enfance avec des couleurs très chaudes, très vives, qui tournent beaucoup autour du jaune, de l'orange, du rouge. Ce genre d'ambiance qui n'est pas sans rappeler cette espèce de halo, de filtre que notre cerveau vient déposer sur des souvenirs très précieux, très particuliers, souvent rattachés à notre enfance. Donc j'ai trouvé que fond et forme se répondaient encore une fois de façon très intelligente, très pertinente et surtout très subtile. Et la deuxième phrase que je mentionnais un petit peu plus tôt, elle se trouve à la toute fin du chapitre 2, dans lequel encore une fois vous allez brasser tout un tas de thématiques comme les scarifications, la jalousie, le ressentiment, les regrets, mais aussi les secrets qu'on se raconte à soi parce qu'on ne veut pas s'avouer une vérité pourtant fondamentale dans la construction de notre être. Je resterai volontairement très évasive parce que je veux pas non plus tout vous dévoiler. Et cette fameuse phrase, je vous la livre tout de suite. Douceur du sucre en butte aux épines du pamplemousse. Il n'y a que ma mère pour maîtriser cette saveur que j'aime tant. Le compeito fond dans ma bouche et je ne saurais dire si je suis triste ou heureuse. Aka, la définition parfaite de la mélancolie, de ce mélange de sublime et de tragique qui est l'essence même du secret des bonbons pamplemousse. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Je pense que ça se voit aisément à l'aune de mes réactions, mais je vais m'y replonger là tout de suite sans plus attendre, même si j'ai un peu un public maintenant parce qu'il y a des gens qui sont venus sur la plage. Donc c'est un exercice un peu compliqué de me tenir là avec un trépied, un micro et de brasser de l'air et de parler toute seule. Mais c'est pas grave parce que pour vous et ce roman graphique, je suis prête à mettre ma pudeur et ma timidité excessive de côté, histoire de vraiment en profiter au maximum. Magical, the way I feel when you walk in the room. When you walk in the room, it's not optional. How gravity just pulls me right to you, to you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you. With you, I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. Spend my whole life waiting for someone like you, baby. Hey, je vous retrouve rapidement, il est midi et des poussières donc je suis sur le chemin du retour parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui donc je vous expliquerai ça tranquillement quand on sera posé à la maison, d'autant que là je sais pas vraiment si ça se voit mais derrière moi vous avez le début de l'Arsenal qui est le port militaire de Toulon et vous avez des bateaux bien gros qui font un bruit de vrombissement assez incessant, mais je voulais simplement prendre le temps de m'arrêter quelques secondes devant cette épave de canot parce que déjà qu'elle me marque à chaque fois qu'on passe devant, là avec l'une de mes lectures en toile de fond que j'ai mis sur pause pour le secret des bonbons pamplemousse, c'est Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc très rapidement s'est formé dans mon cerveau un genre de parallèle entre cette épave, cette carcasse abandonnée toute seule aux éléments et Parangon qui est une vivenesse un peu dans les mêmes conditions, bien entendu en termes de taille, de design, mais aussi de caractère, c'est pas du tout la même chose, on est d'accord, mais il y avait une petite vibes et je voulais quand même garder une trace de mon lancement dans cette folle épopée que sont Les Aventuriers de la mer parce que j'étais réticente au départ dans la mesure où je le lisais plus parce que je voulais respecter l'ordre chronologique de parution, mais j'avais qu'une hâte, c'était de retourner dans l'Assassin Royal et je me suis dit qu'il fallait me lancer, mais c'était un peu en maugréant et sans vraiment grande conviction, et puis finalement tel est prix qu'il croyait prendre, je suis totalement happée, c'est passionnant et effectivement je crois que ça surpasse presque l'Assassin Royal parce que en termes de soins apportés au personnage c'est grosso modo la même chose, par contre il y a plus d'action, il y a davantage de variété dans les lieux, dans les paysages qui sont proposés et explorés, donc pour l'instant ça part hyper bien et je pense que cette bricasse finalement ne fera pas si long feu. Et maintenant que c'est dit, je vais refiler à ma voiture, d'autant que je me suis fait surprendre par un employé municipal qui était très gentil au demeurant, j'ai le droit d'être là, mais simplement, encore une fois, je me sens très crétine avec le micro à la bouche et toute sortie, donc on se retrouve à la maison où je me sentirai plus en sécurité. À toutes.
Hey, je vous récupère comme promis au retour de la maison. J'ai pas regardé l'heure mais je crois qu'il doit être 12h20, quelque chose dans ce goût-là. Je commence à avoir doucement les crocs, mais je tenais quand même à allumer la caméra pour vous faire un débrief final dans des conditions un peu plus intimistes sur mon ressenti global concernant le secret des bonbons pamplemousse qui, aucun suspense, est un coup de cœur. En même temps je m'y attendais un petit peu parce qu'entre la plume de Camille Monceau et le coup de pinceau de Virginie Blanchet, c'était à peu près assuré, surtout le tout né de l'impulsion de Michael. Ça ne pouvait que donner de bonnes et belles et grandes choses et c'est clairement le cas avec ce roman graphique. C'est un très bel ouvrage qui rend un magnifique hommage à la culture japonaise dans ce qu'elle a de plus pudique, de plus poétique, de plus minimaliste et en même temps avec toute cette bonne couche de dense, de poisseux et de pesant qu'elle sait si bien allier et maîtriser dans des tranches de vie. Là c'est vraiment une quintessence de tout ce qui me plaît avec le fond, la forme, les respirations, la profondeur. C'est mignon sans être niais, c'est sombre sans être pessimiste ou misérabiliste ou tire-larme. C'est un dosage qui est bien maîtrisé. Les illustrations, les couleurs, la narration, les personnages, il y a vraiment tout ce qu'il faut là où il faut. Je trouve qu'en termes de contenu, j'en ai déjà dit pas mal tout à l'heure sur la plage au fil de ma lecture, donc j'ai quand même envie de vous laisser beaucoup de surprises et croyez-moi, il va y en avoir parce que si vous avez l'impression que j'ai tout dévoilé tout à l'heure, clairement vous n'êtes pas au bout de vos peines, au bout de tout ce que ce roman graphique a à offrir. Je dirais simplement en termes de conclusion peut-être que de façon générale, ce roman graphique est une belle variation autour de la notion de secret, de mensonge, parce qu'il y a un chapitre très intéressant qui est pris en charge par Rintaro, qui est le petit garçon de la maisonnée, et qui, entre autres choses, invite notre regard à se poser sur cette notion de secret, ce que les adultes gardent pour eux, enfoui, ce qu'ils se dissimulent les uns aux autres, mais aussi à eux-mêmes, le tout depuis la perspective d'un petit garçon qui, on le pense, est très protégé et à l'abri de tout ça, mais qui perçoit beaucoup plus que ce qu'il ne laisse apparaître de prime abord. Et j'ai été particulièrement sensible à ces notions de mensonge, de secret, de confiance qu'on accorde, qu'on voile, avec lesquelles on joue. C'était passionnant, donc je pense prendre le temps d'interroger Camille Monceau sur cette façon de construire sa narration, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais j'aurais peut-être dû commencer par là. Je lis ce roman graphique dans le cadre d'une collaboration avec les éditions Robert Laffont, donc je l'ai reçu bien en amont puisqu'il ne sort que le 12 octobre, mais j'en avais besoin pour préparer des questions puisque je vais réaliser l'interview de Camille Monceau et Virginie Blanchet à l'occasion de la soirée de lancement qui est organisée au Renard Café à Paris. Donc nécessairement je devais savoir vers quoi on se dirigeait pour pouvoir construire mes questions afin que l'échange soit intéressant et pas creux et banal et bourré de lieux communs. J'avais envie que ce soit constructif et incarné. Donc maintenant que je l'ai lu, je vais pouvoir me concentrer sur la rédaction de mes questions. Et puis dimanche, je prends le train direction Paris, donc je vais bien évidemment vous emmener avec moi, mais je n'y vais pas seulement pour la soirée de lancement qui a lieu le mardi soir, parce que lundi, je vais aller à Disneyland, et puis je repars mercredi, histoire d'avoir un petit peu le temps de flâner dans des librairies, de déjeuner et de dîner avec des amis, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de les voir. Le tout arrosé des meilleurs bubble tea de Paris, donc j'ai l'intention de condenser ces quelques jours de présence au maximum pour en tirer profit le plus possible. C'est donc parti pour un vlog qui va allier lecture et moments du quotidien pendant une grosse semaine, mais là, tout de suite, je meurs de faim, donc je vais partir déjeuner et je vous récupère très vite. Ciao ciao! So lucky I met you and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky and I feel so lucky I met you. Hey, ici la Alexandra, toujours enrhumée mais au moins rassasiée, qui vous récupère. Il est quoi? Il est 14h40 et je viens tout juste de terminer les questions pour l'interview, donc je suis assez contente. Du coup il y en a une dizaine, j'avoue que je savais pas tellement sur quelle base j'allais partir, mais petit à petit ça s'est un peu imposé comme ça. J'ai fini par rassembler quelques idées que j'avais parce qu'en gros après avoir fini le roman graphique, je suis rentrée à la maison, j'ai pris quelques notes pendant que je déjeunais et puis ensuite je suis repartie de ces impressions, j'ai refeuilleté la bande dessinée et puis j'ai utilisé tout ça pour
réfléchir à des questions. Et je suis assez contente parce que ça me semble relativement homogène, parce qu'il y en a pas mal sur la création du projet, comment est-ce qu'elles en sont venues à travailler ensemble, comment elles se sont inspirées, comment elles ont fonctionné en binôme, ce genre de petits détails. Et puis il y a plus une partie thématique avec vraiment les sujets qui sont abordés, comment est-ce qu'on traite de sujets lourds tout en gardant un ton résolument positif, léger, lumineux. Et je voulais aussi aborder avec Camille tout son engagement politique parce qu'il y a énormément de questions de représentation, notamment autour de la lesbianité, mais aussi du féminisme, avec le postpartum, avec le désir de grossesse ou non, les relations de couple, l'adultère, bref, il y a beaucoup de sujets dont j'avais envie de discuter avec elle, mais sans que ce soit indigeste, parce qu'un reel ça doit rester un format relativement court, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc la prochaine étape là, c'est que je vais créer le PDF avec mes questions, je vais l'envoyer à la responsable marketing avec qui je gère le partenariat autour du titre, et comme ça elle pourra les valider ou non, les transmettre aux autrices histoire qu'elles sachent un petit peu dans quelle direction on va aller le jour de l'interview. Et de mon côté je vais attendre son go en espérant que ça lui plaira. Et j'avoue que je suis un peu dans mes petits chaussons parce que c'est à la fois un exercice très intéressant mais dont je ne suis pas du tout coutumière parce que j'ai jamais réalisé d'interview, sauf une fois j'ai animé une discussion au Renard Doré de façon un peu dernière minute avec Francia Larcon autour de l'art du sushi, en plus devant public, donc j'avoue que là j'étais vraiment j'emmenais vraiment pas large, mais ça s'était bien passé, l'auteur était content. Et puis bah là c'est encore différent parce que certes il n'y aura pas de public, mais j'interviewe 2 personnes à la fois et en plus il va falloir que je gère la prise de son, l'éclairage, la prise d'image parce que j'aimerais faire plusieurs angles, plusieurs points de vue, le tout avec un micro qui est pas forcément très adapté, mais je voulais pas non plus investir dans des micro-cravates exprès pour l'occasion, sachant que je ne sais pas de quoi demain sera fait, si je vais continuer à consacrer autant de temps à la chaîne et à développer certains projets. Donc pour l'instant, je reste avec le matos que j'ai et on verra petit à petit. En tout cas, j'ai à la fois hâte et un peu d'appréhension de réussir à gérer tout ça parce que j'ai qu'une peur, c'est qu'il y ait une panne technique. On voit rien, qu'on n'entende rien, que le son s'enregistre pas ou bref, on maîtrise jamais complètement et quand on doit à la fois poser les questions, mettre à l'aise les personnes avec qui on discute tout en gardant un œil sur la dimension technique, c'est un travail d'équilibriste que je n'ai jamais pratiqué. Mais on va croiser les doigts et partir du principe que ça va bien se passer. Et en attendant, bah, j'ai quand même quelques jours devant moi avant de vraiment m'inquiéter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en retourner à ma lecture des Aventuriers de la mer. Parce que si j'ai conservé le clip dans lequel je vous en parlais ce matin, vous savez que c'est mon obsession du moment. Donc j'ai hâte de retrouver Althea, Kenith, Vivacia et tous les autres personnages, même ceux qu'on déteste au plus haut point. J'ai hâte de voir ce que l'univers leur réserve parce que je suis une fervente adepte du concept de karma et moi je considère que plus on est méchant, plus on va se ramasser des catastrophes sur le coin du nez, donc j'ai hâte de voir ce moment se concrétiser. Et avant de partir sur Paris, j'aimerais aussi terminer Gris. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître ce jeu vidéo. Si jamais c'est pas le cas, c'est grosso modo un jeu d'énigmes qui se distingue énormément de ses concurrents par la dimension graphique, par la bande son, c'est magnifique, c'est très fluide, c'est onirique en diable. C'est vraiment les studios Ghibli qui rencontrent l'univers du jeu vidéo puisque vous allez incarner une petite bonne femme qui ne parle pas, qui est toute seule, qui semble porter un très lourd fardeau, une tristesse poisseuse qui lui colle à la peau et elle évolue dans différents univers qui ont été tous privés des couleurs et le principe ça va être de se promener et de gagner petit à petit en compétences et en pouvoir en résolvant des énigmes et à chaque niveau, à chaque compétence va correspondre une couleur et le principe c'est d'arriver jusqu'au dénouement et je pense avoir plus ou moins compris de quoi il était question, mais en tout cas visuellement c'est magnifique, l'animation est très fluide, c'est très poétique, c'est très mélancolique et je trouve que c'est bien dosé en termes de difficulté. C'est pas impossible, mais en même temps c'est pas trop simple. Il y a certains mécanismes qui demandent qu'on s'apesantisse un petit peu dessus pour
prendre le coup de main pour savoir où chercher, comment agencer les éléments, mais sans pour autant avoir envie de s'arracher les globes oculaires pour les mettre dans le mixeur et d'appuyer rageusement sur le bouton pour être délivré. Non. On est sur quelque chose qui demande réflexion, qui demande un certain sens de l'analyse et une attention prêtée aux détails, mais sans s'arracher les cheveux. Donc c'est tout à fait ma cam, j'adore. Et ça me fait plaisir de le mentionner dans ce vlog parce que si j'y joue, c'est pour une vidéo bien particulière qui arrivera dans le courant de l'automne. Mais à la réflexion, il se marie très bien dans cette période de transition entre l'été, l'automne, dans cette envie à la fois d'explorer les paysages, de profiter des derniers jours de beau temps, tout en se recentrant sur soi-même et en profitant de son cocon. C'est lumineux et sombre à la fois. Vous voyez un peu cette ambiance équinoxe entre les deux. C'est parfaitement approprié. C'est tout à fait l'ambiance que je veux donner à ce vlog lecture. Donc si jamais vous êtes en quête d'idées de jeux vidéo et que vous n'avez encore pas tenté l'aventure de Gris, petit conseil comme ça, glissez l'air de rien. Et sur ces bonnes paroles, moi je vais retourner bouquiner et jouer et je vous récupère plus tard pour de nouvelles aventures. Ciao ciao! Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay right here. 'Cause when all of my dreams seem so out of reach, you're crystal clear. You don't disappear, baby. No. So why would I unfollow you when you're the only thing unhallowed to me? And why would I try to hide the truth when I feel so empty without you? It's getting a little bit out of control. The way you look so good without trying it out. And this addiction isn't good for my health, but I don't wanna spend another night by myself. 'Cause I know that I would be dumb to let you go. So why would I unfollow you when you're the only thing unhallowed to me? Why would I try to hide the truth when I feel so empty without you? So why would I unfollow you when you're the only thing unhallowed in me? Why would I go and hide the truth when I feel so empty without you? When I feel so empty without you. Hey, je vous récupère, on est le jeudi 21 septembre, il est 11h40 et d'avance je vous présente mes excuses pour la voix nasillarde que vous allez devoir encore supporter un moment. Il y a eu une forme d'accalmie microbienne quand j'étais à Paris et hier en sortant du TGV, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est la clim, c'est les variations de température ou si c'est encore le fond de Covid que je me traîne depuis un moment. Toujours est-il que je me retrouve encore une fois avec cette voix de canard un peu insupportable, donc je suis navrée, mais je ne me voyais pas renoncer à faire un débrief un peu à chaud de mon voyage à Paris, donc c'est ce qu'on va faire là tout de suite, même si je sais que vous avez déjà eu des clips juste avant, et peut-être que vous avez été surpris de ne pas y voir figurer Disneyland, puisque je vous avais expliqué que j'y allais lundi, et en fait il se trouve que ça a été un peu un échec monumental. De manière générale, ce séjour à Paris, je l'attendais énormément parce que j'avais prévu de faire plein de choses très chouettes, j'étais impatiente de me plonger dans toutes les activités que j'avais réservées, et il s'est passé une petite chose à laquelle je n'étais pas préparée, c'est-à-dire que aussitôt arrivée à Paris,
ma fille me manquait, mais comme jamais. En même temps, c'est pas complètement incohérent dans la mesure où c'était la deuxième fois depuis qu'elle est née que je partais plus d'une journée loin d'elle. La première, c'était quand j'étais justement montée sur Paris pour la journée Gallimard Jeunesse, mais j'étais pas partie aussi longtemps. Et je sais pas si c'est le fait qu'elle était plus petite ou j'en sais rien, mais là c'était terrible. Ça m'a mis le moral dans les chaussettes, mais puissance infinie. Et j'étais la première étonnée de la puissance de ce sentiment, mais que voulez-vous, il a fallu composer avec. Sauf que le dimanche soir, ça m'a un peu empêchée de dormir, j'ai fait des insomnies, je me suis réveillée dans la nuit, enfin j'ai passé une nuit horrible. Donc quand le lundi matin, le réveil a sonné pour que j'aille à Disneyland, ma motivation était déjà quasi inexistante, mais je me suis levée, je me suis préparée, je me suis jetée dans le RER et arrivée sur place, toute la magie avait disparu. Déjà d'un côté, ma fille me manquait terriblement, j'avais hyper mal dormi et en plus j'y allais seule parce que dans mon entourage, personne n'était dispo, soit c'est la saison des impôts, soit c'est les fêtes de fin d'année à prévoir, soit c'est tout simplement pas possibilité de prendre congé au boulot. Donc j'y allais toute seule, mais à l'origine ça me posait aucun souci, je vais au cinéma toute seule, je vais très régulièrement au restaurant toute seule, j'ai aucun problème à supporter ma propre compagnie, vraiment ça c'est ok, c'est acté. Mais quand vous n'êtes pas dans de très bonnes dispositions et que vous voyez tout le monde s'éclater entre amis, les enfants avoir des paillettes dans les yeux alors que vous avez qu'une envie, c'est d'être avec votre fille... C'est un très mauvais mélange, très mauvaise idée d'aller à Disney toute seule dans ces conditions. Donc j'ai tenu 4 heures de l'ouverture jusqu'à peu près 13 heures et j'ai fui à toutes jambes. Tant pis pour les 90 € investis, mais je me voyais pas rester davantage, j'y prenais aucun plaisir, donc je me suis réfugiée dans Paris. J'ai acheté beaucoup de livres qui me faisaient très envie, soit que j'ai trouvé en librairie anglaise parce qu'on n'en a pas à Toulon, soit carrément d'occasion chez Gibert, donc il y a un gros book haul en préparation que je me réjouis de tourner parce qu'il est garni de petites pépites. Et comme la thérapie par l'achat compulsif de livres n'a pas suffi, je me suis acheté un bubble tea et je me suis enfermée dans une salle de cinéma et je suis allée voir Tony en famille avec Camille Cotin parce que j'adore l'actrice et que je me suis dit que ça allait me remonter le moral. Et oui et non parce que c'était une chronique familiale d'une mère célibataire qui élève seule ses 5 enfants et même s'il y a des fulgurances un peu drôles, ça reste quand même un film émouvant, d'autant que Camille Cotin joue extrêmement bien et je ne regrette rien. Après je me suis réfugiée chez mon amie Léa, on s'est fait une soirée Heartstopper sous la couette toutes les deux à papoter jusqu'au bout de la nuit, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis ensuite le lendemain ça allait déjà mieux, j'ai vu des amis, j'ai vu ma tante et ensuite comme j'avais un petit peu d'avance, je me suis dirigée tranquillement vers le Renard Café où se tenait la soirée de lancement du Secret des bonbons pamplemousse et je pensais sincèrement me poser, ouvrir un bouquin et attendre l'heure de rendez-vous pour installer mon matériel, rencontrer les autrices, etc. Sauf que quand je suis arrivée, Michael était déjà sur place avec Virginie, donc l'illustratrice, et Charlotte l'éditrice. Camille est arrivée très rapidement, donc je me suis retrouvée attablée avec tout le monde pendant qu'il et elle discutaient d'un projet à venir. C'était oh là là passionnant. Je ne peux bien entendu rien vous révéler, mais sachez que quand ça sortira, je serai dans les starting blocks. La suite, vous l'avez déjà entreaperçu en images puisque ça a été le moment de l'interview qui était passionnante. Je pense que ça s'est très bien passé. Et ensuite, les invités sont arrivés pour qu'on passe ensemble une soirée en comité restreint pour pouvoir échanger, discuter autour de l'ouvrage. C'était très doux comme moment, très attendrissant à l'image de toutes les personnes qui ont bossé sur le roman graphique. Donc ça a été une chouette soirée que je vais chérir et je suis actuellement en train de dérusher l'interview et c'est ça qui m'a poussée à allumer la caméra parce que j'en suis précisément au moment où les filles sont en train de m'expliquer quelles ont été les œuvres qui les ont inspirées au moment de la création du roman graphique et j'ai décidé de tout noter, de me faire une petite liste et de tout lire, tout visionner, histoire de rester encore dans cette ambiance, dans cette atmosphère. Donc on aura l'occasion d'en reparler dans ces prochains jours parce que ça vous donnera à la fois des idées lecture mais aussi des pistes de choses à regarder. Donc c'est tout bénef. Mais pour l'heure, si on en revient à mes lectures du moment, vous allez vous dire que je suis monomaniaque, mais en même temps, ça ne pouvait pas se passer de manière différente puisque j'ai avancé dans Les Aventuriers de la Mer tellement avancé, à vrai dire, que je suis partie à Paris avec le tome 1 sur ma liseuse en me disant ça suffira largement, de toute façon j'aurai pas tant de temps à consacrer à la lecture et en plus j'ai plein d'autres romans numériques hyper alléchants dans l'appareil en cas de besoin. Sauf que c'était sous-estimé l'appel, l'attrait de Robin Hobb parce que quand j'ai terminé le premier tome 1 heure avant d'arriver à Paris Gare de Lyon
Je me suis retrouvée comme une couillonne à ne pas savoir quoi lire, à n'avoir envie de rien d'autre que la suite directe. Donc ça a été un petit peu compliqué et frustrant, mais je me suis occupée en lançant une partie de Life is Strange True Colors, qui est un jeu vidéo assez bien connu. J'avoue que je pensais pas du tout être le public cible, et puis j'ai vu une chronique Instagram qui en parlait avec beaucoup d'émotion, donc ni une ni deux, je me suis procuré le jeu, et ce moment de flottement dans le train était l'instant parfait pour me lancer. Et j'avoue que c'est assez intriguant. Si vous ne connaissez pas, on va suivre l'histoire de Alex, qui est une ado qui va aller vivre avec son frère qu'elle a perdu de vue depuis 8 ans parce qu'elle a été placée dans un foyer suite à des événements un peu bizarres dont on ignore tout au départ. Et quand elle va débarquer auprès de ce frère qui habite dans un village paumé qui s'appelle Evans Spring, qui est la petite ville mignonne par excellence, nichée à flanc de montagne, avec une rivière qui sinue non loin et des habitations avec du bois apparent et tout le monde se connaît, tout le monde est gentil, c'est hyper arboré, tout le monde l'attendait de pied ferme parce que son frère est très populaire. Bref, niveau immersion c'était total et j'en suis pas très loin parce que je suis arrivée à Gare de Lyon sur ces entrefaits, mais c'est très prometteur donc je vous en reparlerai sans doute pas dans ce vlog mais dans des vidéos à venir. Et après la débandade de Disney dont je vous parlais un petit peu plus tôt, je me suis précipitée chez Gibert en me disant peut-être qu'ils auront le Saint Graal qui me permettra de penser à autre chose, à savoir le tome 2 des Aventuriers de la Mer d'occasion. Et je l'ai trouvé dans une édition absolument ignoble. Peu importe, je me suis replongée dedans avec délectation. Et je l'ai déjà terminé puisque j'ai commencé le tome 3. À l'heure où je vous parle, l'intégrale n'est pas encore terminée, mais je crois qu'il me reste à peu près ça en version physique. Et que vous dire, si ce n'est que c'est un véritable tour de force de la part de Robin Hobb, parce que si l'Assassin Royal m'avait plu dans le soin et le détail et le temps consacré aux personnages et à la construction de l'univers, Les Aventuriers de la Mer c'est un cran au-dessus, parce qu'on sent que les personnages féminins ont été écrits par une femme et ça fait toute la différence. Alors je ne dis pas que ceux qu'on croise dans l'Assassin Royal ne sont pas intéressants, au contraire. Mais là, c'est encore un autre niveau, parce que même dans la construction des méchants, des vilains, je pense notamment au personnage de Kyle, qui est quelqu'un de détestable, qu'on a envie de plonger dans un bac d'acide à peu près toutes les 3 pages dès qu'il apparaît, mais à l'inverse de Royal, qui est l'opposant principal de Fitz dans l'Assassin Royal, là, c'est un méchant du quotidien qu'on peut croiser toutes et tous au détour d'une conversation dans la rue, au bureau, parce qu'il est misogyne, sexiste et implacable et qu'il représente toute la masculinité toxique qui sévit dans nos sociétés contemporaines. Il est sûr et certain d'être le seul à pouvoir redresser tous les torts, à pouvoir mener la danse et à éclairer ces pauvres femmes qui font partie de sa famille. Il est abject et je ne lui souhaite que le pire sort du monde, mais ça reste plaisant de le suivre parce que Robin Hobb fait ça avec une maîtrise et une dextérité remarquables. Le tout sublimé avec des figures de pirates très nuancées, très subtiles. J'adore le personnage de Yémin qui est voué à devenir prêtre mais qui va être rappelé dans sa famille dans des conditions un petit peu particulières. Bon nombre de ces réflexions m'ont touché en plein cœur. J'ai corné des pages, ce qui m'arrive hyper rarement en fantaisie, donc c'est vous dire à quel point je trouve que la plume et le savoir-faire et la dextérité de Robin Hobb sont poussés à leur paroxysme avec cette série. Bref, je ne vous en dis pas plus, si ce n'est peut-être que je vous ai pas fait de résumé. C'est la honte, c'est quand même la base. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je pense que je suis partie du principe qu'énormément de gens connaissaient déjà cette série et que surtout ce serait dommage de la lire sans avoir au préalable dévoré la première époque de l'Assassin Royal, mais dans la mesure où ça peut se lire de façon indépendante, je peux quand même me fendre d'un résumé en quelques mots. En gros, on va suivre la famille Vestrit qui est issue d'une noble lignée de marchands et qui sont les propriétaires d'une vive nef qui vient tout juste de s'éveiller. Alors une vive nef, qu'est-ce que c'est? C'est un bateau qui a été construit à partir de bois sorcier, une essence de bois très particulière infusée de magie qui coûte extrêmement cher puisque chaque famille qui veut devenir propriétaire d'une vive nef doit s'endetter sur plusieurs générations, mais ce n'est pas seulement la rareté du bois qui explique ce prix exorbitant, c'est bien plutôt ses propriétés magiques puisque si 3 membres de la même famille viennent à mourir sur le pont du bateau, la vive nef va prendre vie, va s'éveiller avec une conscience qui lui est propre tout en étant un mélange de toutes les générations qui se sont succédées sur son pont. Et Vivacia est la vive nef de la famille Vestri qui vient tout juste de s'éveiller à la vie. Et c'est le point de départ de nombreux drames et turpitudes et vicissitudes de l'existence
pour la plupart des membres de la famille, mais on va également suivre un pirate, une prostituée et bon nombre d'autres personnages qui gravitent dans cet univers. C'est passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant. Je vais m'arrêter sur ces bonnes paroles parce que j'ai pas mal de montage, de tâches administratives à accomplir et en plus dans quelques instants mon mari va rentrer du boulot parce qu'il a posé son après-midi puisqu'on va aller chercher notre nouvelle voiture. Donc je vais profiter de ces derniers instants de calme en solo pour avancer le maximum sur mes tâches en cours et je vous retrouverai sans doute demain pour de nouvelles aventures littéraires. Donc d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse très fort. So far away. Last night was one big holiday. Cool winds on me out by the shade. Put my weekend on layaway. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. I'm being carried by the wake. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take the pain away. Yeah. No way to change, no way to change our yesterday. Hey, je suis ravie de vous retrouver, il est pas loin de 11h. Je vous ai pas pris hier parce que je pense que vous aurez eu quelques images. Je me suis octroyé une journée plus ou moins détente, en tout cas une grosse partie de la matinée puisque je suis allée à pied dans Toulon avec mon casque et j'ai juste batifolé, je me suis promenée, je suis allée au restaurant, le tout avec les délices de Tokyo dans les oreilles que j'ai bien évidemment poncé et terminé, mais je vous en reparlerai dans un petit instant parce que d'avoir lu ce roman, ça m'a donné tellement envie de manger des dorayaki, qui sont ces pancakes japonais fourrés de pâtes de haricots rouges sucrés, que je me suis dit qu'on allait aller acheter tous les ingrédients pour en bricoler à la maison. Faut aussi que je fasse un saut chez Cultura pour acheter quelques romans, donc on va y aller tout de suite et je vous récupère après pour débriefer sur les délices de Tokyo. Potentiellement pendant que je serai en train de réaliser les petites douceurs sucrées, donc à tout à l'heure. Under the stars, you pack up your car, 'cause you're going far away from here. I wish I could stall, but I never call, and you're going all the way this year. If I could tell you, I don't think you'd believe
Hey, me voilà de retour, je vous récupère donc dans ma cuisine parce que c'est un peu là que tout va se passer. Mais avant, je me suis dit que j'allais vous faire un micro book haul retour de librairie parce que oui, j'ai acheté quelques petites choses, certaines prévues, d'autres non. Mais je vous avais expliqué un petit peu plus tôt que je voulais lire et regarder absolument tout ce que Virginie et Camille m'ont conseillé ou ce qu'elles ont mentionné en tout cas dans l'interview en termes d'inspiration pour le secret des bonbons pamplemousse. Et c'est donc dans cette optique-là qu'hier j'ai embarqué les délices de Tokyo en version audio avec moi en balade dans Toulon. Bien évidemment, je connaissais ce titre avant qu'on en discute toutes les trois, mais j'avais jamais eu le déclic pour me lancer. Donc là c'était l'occasion rêvée et je ne regrette absolument pas, c'est pour ça que je l'ai acheté en version papier d'ailleurs, parce que j'ai tellement aimé que je veux en conserver une trace. Et si jamais vous n'en avez pas du tout entendu parler, dans cette histoire on va suivre Sentaro qui est un homme qui travaille dans un magasin de dorayaki pour rembourser des dettes qu'il doit à l'ancien propriétaire décédé, et il réalise ses pâtisseries traditionnelles japonaises sans aucune conviction, sans aucun amour, jusqu'au jour où son chemin va croiser celui de Tokue, qui est une vieille femme qui vient le regarder travailler et qui va lui demander de l'embaucher pour l'aider à fabriquer la pâte de haricots rouges. Et c'est donc le début d'un récit intergénérationnel avec beaucoup de transmission, de l'amitié qui va naître entre ces deux personnages, tous les deux égratignés par la vie, pas pour les mêmes raisons et peut-être pas à la même échelle, mais j'ai beaucoup aimé parce que, une fois n'est pas coutume, la littérature japonaise s'exprime dans tout ce qu'elle a de plus beau ici, dans tout ce qu'elle a de plus traditionnel, avec beaucoup de pudeur, beaucoup d'émotion et de soins apportés à la nourriture, à l'ambiance, au passage des saisons, aux sentiments qui nous traversent comme une brise à travers le feuillage d'un arbre. Vous voyez un petit peu cette atmosphère et cette plume si particulière. Clairement, je me suis totalement laissée embarquer et je savais qu'il y avait un peu de pesant dans la narration, mais je ne m'attendais pas du tout à ce pan de l'histoire japonaise et j'ai été très agréablement surprise, très émue, très saisie. Donc la première recommandation de Virginie et Camille est clairement un franc succès de mon côté. D'autant que le mentionner en guise d'influence pour les secrets des bonbons pamplemousse, j'ai trouvé ça très pertinent parce que dans l'un et dans l'autre, il y a ce mélange des générations, ces secrets qu'on cache, qu'on ne dévoile pas, ces blessures intimes qu'on garde profondément ancrées, et puis il y a aussi beaucoup de gourmandise, de tendresse et d'entraide, donc les deux résonnent assez fort. Vous l'aurez donc compris, j'étais tellement emballée que je me suis dit ok, toutes les autres références, je vais les regarder, je vais les acheter. C'est donc pour ça que je me suis procuré La Péninsule aux 24 saisons qui est écrit par Inaba Mayumi, publié aux éditions Piquier, ainsi que la bien connue papeterie Tsubaki écrite par Ogawa Ito. Les deux, j'en ai entendu parler, les deux m'avaient plus ou moins tenté à une époque, mais là c'est clair et net, ils ont rejoint ma pile à lire. J'ai même commencé à l'instant la papeterie Tsubaki parce que je vais l'écouter en version audio pendant que je réalise mes dorayaki, parce que qu'est-ce qui pourrait mieux matcher que des dorayaki et de la littérature japonaise en audio? Franchement, je ne sais pas. Il me semble que dans la papeterie Tsubaki, on va parler d'une écrivaine publique qui va reprendre le commerce familial suite au décès de sa grand-mère. Encore une fois, on retrouve une grande place faite à la famille, à la transmission, au deuil. Et de mémoire, Camille Monceau m'avait dit qu'elle s'était grandement inspirée de l'atmosphère qui règne à Kamakura, qui est l'endroit où se déroule la papeterie Tsubaki et qui a beaucoup infusé et motivé son écriture des secrets des bonbons pamplemousse. Donc je visualise un petit peu l'atmosphère qui va s'en dégager et ça ne pouvait pas plus me plaire. Ce roman-là, c'était plus une influence mentionnée par Virginie, mais je vais vous lire la 4e de couverture et vous allez me dire si franchement ça ne donne pas une atmosphère tranche de vie et envie de s'y plonger tout de suite, puisqu'on nous dit: dans un paysage de mer et de falaises d'une beauté paisible, bien loin de Tokyo, une femme en désaccord avec le monde entreprend la redécouverte d'elle-même et passe des jours heureux d'une grande douceur. En compagnie de son chat, elle fera durant 12 mois l'apprentissage des 24 saisons d'une année japonaise. À la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach, elle se laisse purifier par le vent, prépare des confitures de fraises des bois, compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la forêt, attentive aux présences invisibles et regarde la neige danser. 24 saisons, c'est le temps qu'il faut pour une renaissance, pour laisser se déployer un sensuel amour de la vie. Je pourrais faire le reste de la vidéo en version muette tellement ce résumé se passe de mots. Donc ça, c'était les achats entre guillemets prévus, c'était ce pourquoi j'allais en librairie, mais j'avoue qu'en passant dans le rayon jeunesse, j'ai fait quelques petits achats pour Mia que je vous montre très rapidement parce que j'ai envie de cuisiner
Et si je veux pas que ce vlog dure 2 heures, il va falloir que je passe la seconde, mais je lui ai pris Peluche, un grand bain d'automne, qui est un album écrit par Juliette Valéry et illustré par Chloé Mallard. Et c'est un petit ourson qui va entendre le chant de l'automne débarquer et sa baignoire va être tellement emballée qu'elle va sauter dans le jardin et aller se balader dans la forêt où ils vont ramasser tout un tas d'animaux en chemin. C'est tout à fait de saison et je pense que ça va beaucoup plaire à Mia. Bon, l'avantage quand on a des enfants, c'est qu'on peut craquer pour des albums qui nous font autant voire plus plaisir qu'à eux. Et c'est le cas pour Le Bateau Rêve, qui est écrit par Séverine Vidal et illustré par Julien Arnal. Alors Séverine Vidal, je l'adore en tant qu'autrice, et Julien Arnal, je collectionne quasiment tout ce qu'il fait, tant j'adore son univers, les palettes qu'il utilise dans ses aquarelles. C'est une splendeur et son trait n'est pas sans rappeler celui de Anne Montel, si jamais vous voulez une petite idée. Et je n'ai aucune espèce d'indice ou indication sur le plot de cet album. Tout ce que je sais, c'est que je fais confiance à ce duo pour nous proposer quelque chose d'éminemment poétique, enfin je veux dire... Évidemment que Le Bateau Rêve allait rejoindre la collection de Mia et j'ai très... Oh, c'est trop mignon! J'ai trop hâte de lui raconter, même si elle va vouloir m'arracher les pages, parce qu'elle a un rapport très physique au livre pour l'instant, donc j'essaie quand même de mesurer ses ardeurs face à de très beaux ouvrages comme ça. Ça va être aussi un petit peu le cas pour celui-ci. Il s'agit de La Plume Magique, qui est écrit par Sandra Diekmann. C'est publié aux éditions Flammarion dans leur collection Père Castor. J'ai lu la 4e de couverture à la librairie et il me semble que c'est l'histoire d'un petit ours qui n'a pas confiance en lui et qui va obtenir la plume d'un oiseau de feu qui va l'aider à remettre un petit peu tout en perspective. Et je me dis qu'on a vraiment atteint une forme d'âge d'or dans le livre, parce qu'alors même sur les albums jeunesse maintenant on a du fer à chaud magnifique, c'est splendide, même les pages de garde sont incroyables. Je pourrais vous feuilleter page par page, c'est pas non plus le but, mais j'aime beaucoup les dessins et les messages de confiance en soi avec une bonne grosse dose de poésie. Je signe tout de suite. Maintenant qu'on est à jour niveau dernier roman lu et livre nouvellement acquis, je vous propose qu'on passe à la confection de ces dorayaki que je vais essayer d'accompagner avec un bubble tea au sésame noir. Les deux préparations, ça va être une grande première, donc si ça se trouve, ça va donner un globi-boulga dégueu, mais je vais quand même tenter l'aventure au son de la papeterie Tsubaki, donc c'est parti. N'hésitez pas à prier pour moi derrière votre écran parce que je vais avoir besoin de toutes les bonnes ondes nécessaires. I wish I could show, but I never call, and you're going all the way this year. If I could tell you, I don't think you'd believe how long I felt this way. I'm begging you to stay, and if I could show you, I'd hope that you could see all the past. Bon, je pense que j'ai autant le droit d'appeler ça un dorayaki que les Italiens ont le droit d'appeler un croissant, ces espèces de trucs immondes fourrés à la crème que quand vous les prenez vous avez envie de les tarter. Je pense que n'importe quel japonais qui goûte ça, qui voit ça en fait, juste même pas besoin de les goûter, juste de les regarder, aura envie de me baffer et de m'expédier à l'autre bout de la planète à la force de son poignet pour avoir aussi profané sa culture et sa cuisine. Mais en vrai, ils sont pas mauvais, ils sont bons, c'est juste qu'ils sont très laids, très gros et très grands et pas du tout plaisant à regarder, mais je suis plutôt satisfaite. Donc je vais tenter de réaliser le bubble tea qui va accompagner ces, ces pancakes à la pâte de haricots. Je peux même pas appeler ça un dorayaki, non vraiment je m'y refuse. Et je vous retrouve après pour vous faire un petit bisou. Bon appétit!
suis prête à parier qu'avec la couleur que ça a, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc absolument dégueulasse. Mais je dois vous avouer que c'est la première fois que je fais un bubble tea déjà aussi élaboré toute seule à la maison et qu'il est aussi bon. C'est une tuerie. C'est délicieux. Alors c'est un peu un mélange de plein de trucs, donc si jamais vous découvrez le bubble tea, c'est peut-être pas la recette que je vous recommande, d'autant que je suis partie d'une recette de latte au sésame noir que j'ai ensuite remanié à ma sauce en rajoutant du thé vert et des perles de tapioca et de l'anko. Donc il faut quand même un peu savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas avant de faire son gloubi boulga, mais je vous mettrai les recettes à la fois des dorayaki et du latte au sésame noir si jamais vous voulez quand même faire des expérimentations à la maison. C'est trop bon. J'adore le sésame noir, je pourrais en manger de toutes les façons possibles et imaginables. Et donc dedans vous avez de la purée de sésame noir, du lait végétal, du thé vert, j'ai fait du gain matcha mais sincèrement le thé aura pas une grande influence sur le mélange. Et comme je vous le disais à l'instant, j'ai aussi fait cuire des perles de tapioca trempées dans un petit peu de sirop brown sugar qui est pas mauvais non plus, et le tout avec un peu de purée d'anko, donc de haricots rouges, et quelques haricots déjà sucrés préparés qui sert souvent de base dans les desserts pour avoir le côté morceau. C'est un régal, c'est un repas, voire plusieurs en un seul gobelet, mais à petite dose, ça fait du bien par où ça passe. Ça se voit peut-être pas, mais je suis à la fois hyper fière et refaite d'avoir réussi à confectionner ça de mes blanches mains et de me dire que je pourrais le refaire quand je voudrais à la maison pour pas si cher. Et c'est sur cette excellente note que je vous propose de conclure ce vlog. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de découvrir le secret des bonbons pamplemousse qui sort en librairie le 12 octobre prochain, de confectionner des dorayaki, de vous intéresser plus particulièrement à la littérature japonaise si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir, ou de vous lancer dans les aventuriers de la mer. Bref, si vous me faites confiance et que vous avez sensiblement les mêmes goûts et les mêmes appétences que moi, vous allez vous régaler avec tout ce qu'on a parcouru ensemble au fil de cette petite heure. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires, à me raconter ce que vous êtes en train de lire, mais aussi de liker, de partager cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Et en attendant de vous lire et de pouvoir papoter bouquin dans les commentaires, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Oh, we've been through it. We've put in the hours, studied and hunkered.